Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de réaction consacrée à la vidéo le jeu vidéo qui brise ses joueurs de combo, mais je vous préviens, cette vidéo de réaction va être très concentrée sur les techniques d'écriture de combo, parce que je trouve que il est un peu sous-coté par rapport à Ego. Quand on écoute, quand on regarde les forums sur internet, les gens ils sont très en train de s'extasier sur les techniques, le storytelling de Ego. Alors oui, c'est très bien le storytelling de Ego, hein. Moi j'aime bien certaines de ses vidéos, mais je trouve que Combo, même si j'en ai vu moins, parce qu'en fait il en a fait tellement que bah voilà, j'en ai vu que 4 ou 5, je trouve qu'il a parfois vraiment des très bonnes structures de vidéos, et par exemple, la vidéo qui s'appelle Le Ravagé de Pokémon est une des vidéos les plus marquantes que j'ai vues sur ces 3 derniers mois, je pense. Ça dépend jusqu'où je remonte, hein, mais ça dépend quelle est la taille de l'échantillon, mais même si je remonte sur les 6 derniers mois, je pense qu'elle fait partie de mon top 10 en matière d'écriture, en matière de vidéos storytelling. Je vais laisser de côté les vidéos, disons, les vidéos défis à la MrBeast, où il y a une part d'imprévisible dans ce qui se passe. Voilà. Mais pour ce qui est du storytelling, pas uniquement sur les jeux vidéo, hein, on peut faire du storytelling quand on fait la biographie d'une personnalité célèbre, par exemple. Bref. Mais là où il y a de l'écriture de script et du crafting, la vidéo les Ravagés de Pokémon est une de mes préférées, des plus marquantes, je le disais, des 6 derniers mois. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend avec Fear and Hunger, donc voilà, j'espère que ça va être aussi bien, j'espère que j'aurai des trucs à dire, et puis si j'ai rien à dire, bah je ne posterai peut-être pas la vidéo. Voilà, le but étant de faire un minimum de montage, donc on est parti sans plus... À votre avis, c'est quoi ce bruit? On est parti sans plus d'attendre. Sans plus de grammaire non plus. Bon, ok, on y reviendra plus. Alors déjà, premier point intéressant, il a synchronisé sa musique de fond. Je vais monter un peu mon son. Il a synchronisé sa musique de fond avec le rythme du bruit. C'est tout con, mais c'est un petit détail. D'ailleurs, on va la regarder en légèrement accéléré, on va la mettre en 1.10. Comme ça nous fera gagner du temps. Allez, on se remet ça au début. À votre avis, c'est quoi ce bruit? Bon, ok, on y reviendra plus tard. Fear and Hunger. Ok, là il nous a fait basiquement une feld up. Vous voyez, on est à 12 secondes de la vidéo, et en gros, il vous dit, il essaie déjà de vous impliquer en vous posant une question. À votre avis, c'est quoi ce bruit? Il met le bruit, et là, il y a une grosse qualité sur le montage, c'est qu'il met une petite musique à la Stranger Things, qui est calée sur le rythme du bruit, au passage. Il aurait pu juste mettre le bruit. Ça aurait été un choix légitime, hein, de mettre que le bruit pour que ce soit un peu oppressant, mais il sait que vous êtes des gens qui avaient besoin d'être surstimulés, donc... Voilà, il vous met la petite musique, sauf qu'il fait l'effort de la synchroniser, et surtout, il finit donc par une feld up en mode, bah on verra ça plus tard, hein. Je mets ça de côté, on va en reparler. Ah bon, on va en reparler plus tard. D'accord, donc là il fait ce qu'on appelle ouvrir une boucle cognitive. Dans un monde idéal, votre cerveau est en train de se dire, même si on va regarder la suite du début de la vidéo, il y a une petite lumière qui est allumée dans le fond de votre cerveau qui se dit, non mais il y avait cette histoire de bruit là au début, en fait. Et vous savez quoi? Même si vous oubliez, au bout de, je sais pas, 5 ou 10 minutes de vidéo, puisque je vois que la vidéo fait 21 minutes, si vous oubliez l'histoire du petit bruit, vous passez les premières minutes, parce qu'il va nous accrocher avec d'autres trucs. Là, en fait, c'est sa première accroche. Normalement, il va y avoir d'autres accroches au fur et à mesure de la vidéo. Donc, là, tant que vous vous rappelez de cette histoire de bruit bizarre, ça vous donne envie de savoir la suite, et quand vous allez être pris dans tout son narratif, sur d'autres sujets, d'autres accroches, d'autres boucles cognitives, vous aurez peut-être oublié le bruit, mais quand il va le réinsérer, ça va vous donner un sentiment très satisfaisant. En fait, c'est comme les comiques qui font une blague très particulière au début d'un sketch, qui partent dans différentes directions, et qui refont un clin d'œil à la blague du début à la fin. En gros, c'est une technique très cinématographique qu'on appelle le setup payoff. Voilà. Allez, on continue, parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes. Est un jeu vidéo particulier. J'ai pas vraiment d'autres mots pour le décrire. C'est pas un mauvais jeu, hein. Loin de là, c'est un jeu fabriqué par une seule personne qui a fait naître des chaînes YouTube, qui a fait naître des chaînes de podcasts dédiées, qui a 95% d'évaluation extrêmement positive sur Steam. Sans même avoir lancé le jeu, vous comprenez qu'il a probablement ce petit truc en plus. Donc oui, vous devriez y jouer, la vidéo peut attendre, mais il y a de très grandes chances que vous ne reveniez sur cette vidéo que pour m'insulter, parce qu'il y a de très grandes chances que votre première partie se passe à peu près comme la mienne. Ok, donc là c'est intéressant aussi, il essaie de construire la hype sur le sujet de la vidéo, parce qu'après tout, moi Fear and Hunger par exemple, je connaissais que de nom, parce que j'ai vu justement
J'ai vu passer dans mon fil YouTube des vidéos, notamment anglophones, qui parlaient du jeu, qui parlaient du lore, qui parlaient de l'aspect cathartique ou thérapeutique. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était un jeu très très sombre, peut-être pas forcément dur comme un Souls, mais très 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 sombre, traumatique, un peu comme, je sais pas moi, Amnesia, The Dark Descent. Voilà, mais moi je vous dis ça, j'en sais pas plus sur le jeu, et encore c'est parce que je l'ai vu passer dans mes recos. Donc même si la chaîne de Combo, elle est très centrée sur le gaming, à part quelques vidéos comme le ravagé de Discord, qui va être un sujet un peu plus tech, même si bien sûr il y a un lien entre Discord et la communauté du gaming, mais en gros, c'est pas parce que vous êtes gamer que vous avez que ça à faire de surveiller n'importe quelle sortie, n'importe quel jeu underground, etc. Donc, il faut qu'on vous briefe sur ce que c'est, et puis il faut, là encore, qu'on vous donne envie de rester. Peut-être que vous avez cliqué sur la vidéo de Combo parce que vous aimez ce que fait Combo, mais s'il n'arrive pas à vous vendre la vidéo, vous n'allez pas rester pour autant. Je vous invite à regarder un peu ses stats. Toutes les vidéos de Combo ne font pas du tout les mêmes performances. D'ailleurs, celle sur le ravagé de Pokémon, que je trouve si bien écrite, c'est pas du tout sa plus vue. Par exemple, comparé à celle sur un speedrun, je crois, de Hitman, qui a 1 200 000 vues, je crois. En tout cas, plus d'1 million de vues. Celle sur les ravagés de Pokémon, elle est à 600 000 vues, je crois, 650 000. Voilà. Fear and Hunger a déjà dépassé la vidéo sur les ravagés de Pokémon. Donc, pourquoi, comment? Y a plein de facteurs que je vais pas expliciter, ça dépend des vidéos, mais ça dépend notamment de la taille de la fanbase du jeu, mais pas que. Et donc, voilà, moi aussi j'ai entendu parler de ça. Est-ce que les jeux sombres, ça m'intéresse? Est-ce que si demain, ils faisaient une vidéo sur Darkwood, ce jeu d'horreur fabriqué par des Polonais, je crois, est-ce que vous auriez envie de regarder ça autant que quand il fait une vidéo sur Smash Bros, par exemple, ou sur Street Fighter, ou sur Hitman, qui sont des franchises plus connues? Allez, on retourne à la vidéo. Il a dit qu'il allait nous présenter le déroulé de sa première partie. Et ça va servir normalement à nous faire comprendre l'expérience, puisque justement, sur les 800 000 personnes qui ont déjà regardé la vidéo de Combo, à peu près 800 000, hein, à peu près, on est à 731 000, je m'enflamme. Sur les 731 000 personnes qui ont déjà regardé la vidéo de Combo à l'heure où j'enregistre, il y en a peut-être que 40%, voire moins, qui ont joué au jeu, en fait. Donc, il faut nous faire sentir, il faut nous immerger, en fait, dans ce qui va être le sujet de la vidéo. C'est-à-dire choisir un perso, apparaître dans la cour du donjon sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé, que le jeu va vous proposer de frapper, ce qui va faire suffisamment de bruit pour attirer 2 dogos qui vont vous bouffer. Et un retour à l'écran principal. Est-ce que vous connaissez le concept d'armure en scénarium? En fait, oui, vous le connaissez forcément, c'est ce truc qui... Ok, alors ça c'est pas mal, il nous sort un concept qui... Alors moi c'est la première fois que j'entends ce mot-là, armure en scénarium. Sachant que je suis pas un ultra gamer, mais j'ai joué un petit peu au jeu dans ma vie, hein. Je ne suis plus tout jeune, mais voilà, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, le rare jeu auquel je joue en ce moment d'ailleurs, c'est Darkest Dungeon, je suis à 360 heures sur le jeu, bon, voilà, on n'est pas au niveau des gens qui ont 10 000 heures sur Civilization, mais je suis pas non plus un casu qui joue à Angry Birds ou je sais pas quoi. Je n'ai jamais entendu parler de l'armure en scénarium. Est-ce que c'est un truc qui est une technique d'écriture cinématographique ou théâtrale? Je pense que c'est le cas vu qu'il est en train de nous montrer ce qui semble être une photo de New York. On va voir. En tout cas, dans le terme de gameplay, de storytelling par le gameplay, d'écriture ludo-narrative, je n'ai jamais entendu ce concept. Est-ce que c'est pas par hasard un concept qu'il a inventé pour nous donner envie en fait d'en savoir plus? Il a pris un truc qui existe, qui porte peut-être un autre nom dans la théorie du cinéma, à qui il a donné un nom un petit peu intriguant. Il y a Armure, ça tombe bien, on a vu que voilà, on se faisait agresser par des loups, ça a l'air d'être un JRPG, enfin un RPG, pas forcément un JRPG d'ailleurs. Donc, Armure, Chevalier, Heroic Fantasy, jeu de rôle, ok, en scénarium, scénario, ok, on voit. Voilà, à quel point le concept est de lui ou pas, on va le savoir. Qui dit que quand vous allez voir un film, et que George Clooney est en danger de mort dans les 5 premières minutes, vous savez très bien qu'il n'est pas réellement en danger de mort et qu'il va obligatoirement s'en sortir. Déjà parce que c'est le gars dont la tête est en 4x4 sur l'affiche du film, mais surtout parce qu'à 14€ la place de ciné, le film ne peut pas durer 5 minutes. Et ce concept, on le retrouve aussi dans la plupart des jeux vidéo. C'est très vrai ce qu'il dit, hein. Il y a un twist qui est intéressant sur ce concept. Alors je suis pas sûr que Armure en scénarium soit du coup un vrai nom technique de la théorie académique de l'écriture de films et de pièces de théâtre et de romans, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un twist qui a été tenté dans le Mission Impossible 3. Alors je sais pas si vous avez le scénario en tête,
mais ça commence par une scène où Tom Cruise est attaché, et en face de lui il y a une autre personne qui est attachée, on comprend que cette personne c'est probablement sa petite amie, c'est vraiment le plan d'ouverture du film, et on a le grand méchant du film qui est joué par Seymour Hoffman, qui décompte parce qu'il veut quelque chose, il veut ce qu'on appelle un MacGuffin, c'est-à-dire un prétexte scénaristique, c'est un truc inventé par Hitchcock, un truc qui fait courir les gens tout au long du film, mais qui est fondamentalement un prétexte à l'action en fait, et qui est pas utile pour le spectateur. D'ailleurs, dans Mission Impossible 3, on ne saura jamais ce qu'est cette fameuse patte de lapin, puisque c'est le nom d'une supposée arme chimique qui sert de MacGuffin. Donc, le méchant, Seymour Hoffman, est en train de compter jusqu'à 10, parce qu'il a dit « Je veux la patte de lapin, vous me l'avez dérobée, rendez-moi ma patte de lapin, sinon je tue cette personne, je compte jusqu'à 10. » Et, après quelques atermoiements, quelques interruptions de Tom Cruise qui négocie, Seymour Hoffman tue effectivement la personne, et là, boum, on a le générique de Mission Impossible qui commence. C'est un twist intéressant, parce que, évidemment, si on avait vu Tom Cruise mourir dès le début, on aurait su que c'était faux. Ça me fait penser d'ailleurs au James Bond Skyfall, par exemple, où bah oui, James Bond se fait tuer par un sniper et tombe du haut d'un espèce de viaduc ferroviaire très très bas, et oh mon dieu, il est mort, mais voilà, le film dure 2h30, ça s'appelle Skyfall, j'ai vu le trailer, je sais qu'il y a des scènes plus tard, il y a plein de scènes que j'ai pas encore vues par rapport aux images du trailer, et on est que à 5, 15, 20 minutes de film, et on veut me faire croire qu'il est mort, bah non, évidemment, il est pas mort, donc voilà. Même problématique, hein. Donc là, pour revenir à Mission Impossible 3, ce qui est intéressant, c'est qu'autant ça n'aurait pas été crédible qu'on laisse Tom Cruise pour mort au début du film, par contre, laisser sa copine pour mort, on se dit, waouh, est-ce que vraiment la saga, la franchise va prendre un tournant super dark, et que, oui, dans ce film, ils vont vraiment tuer la petite amie de Tom Cruise. Waouh. Bon, évidemment, plus vous êtes cultivé, moins c'est crédible, mais moi, franchement, je mords au truc à fond, quoi. Voilà. Même en revoyant le film, alors que je l'ai déjà vu plusieurs fois, je trouve la séquence très très impactante. Ça permet de faire un twist, justement, sur cette notion d'armure en scénario. Je crois que je parle un peu trop, donc on va essayer de laisser dérouler la vidéo. Parce qu'après avoir acheté un jeu, on n'a pas envie que notre première interaction ce soit une mort violente suivie d'un retour brutal à l'écran de démarrage, mais Fear and Hunger, visiblement, n'en a rien à faire de l'armure. Alors, je suis pas d'accord avec ça, puisque il y a toute une vague de jeux qui jouent sur ce trope. Dark Souls, hein, toute la série des Souls, je dis Dark Souls, mais Sekiro, voilà, toute la série des Souls, et des jeux plus indés comme je pense à Don't Starve, ou même à Darkest Dungeon que je mentionnais plus tôt, les roguelikes en général jouent beaucoup sur cette idée de vous allez apprendre par la mort en fait, parce qu'il y a plein de mécaniques qu'on ne vous explique pas, et dans Don't Starve vous allez peut-être manger un truc qui en fait était pas comestible, mais vous le savez pas, voilà, et ça on peut pousser le concept très très loin. En scénario. Et apparemment va falloir s'y habituer parce que mourir sur un... Mais effectivement, si ce jeu, ou en tout cas, si la vidéo de combo s'adresse plus à des gens qui ont l'habitude de jeux mainstream comme les FPS, les Assassin's Creed, oui, t'es pas censé mourir au bout de 10 minutes de gameplay. Canidé, en seulement 12 secondes, alors qu'on a lancé le jeu dans sa difficulté la moins élevée, c'est quand même plutôt embarrassant. Cela dit, je vous l'accorde, c'était peut-être un peu court. Ma seconde partie était sans doute un peu plus parlante. La première étape, c'est de choisir un des 4 personnages. Il y a le mercenaire, il y a la chevaleresse, il y a le prêtre obscur et il y a le voyageur. Chacun d'eux a des stats, des capacités différentes, mais tous souhaitent rentrer dans le donjon pour la même raison. Retrouver le chevalier le garde. Soit pour le voler, soit pour le sauver, soit pour le tuer, soit... C'est compliqué, mais c'est la seule info qui nous est donnée. C'est visiblement le but du jeu. Faut juste... Il a une manière assez intéressante aussi, au-delà de l'écriture, d'interpréter son script. Sa voix est particulièrement basse, et moi, c'est un truc au départ qui m'a un peu choqué quand j'ai découvert sa chaîne, mais c'est intéressant, ces petites hésitations, tout ce côté, c'est compliqué, mais à ce moment-là, c'est tout ce qu'on sait. Donc il essaie vraiment aussi de vous faire ressentir une forme de spontanéité. Alors bien sûr, la vidéo est écrite de A à Z, mais il y a un petit côté un peu théâtral qui est censé nous donner un sentiment de connexion par rapport à Combo. C'est-à-dire, c'est compliqué, bon, on est un peu en train de rigoler ensemble, quoi. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est compliqué, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Voilà. Trouver un gars et s'échapper du donjon. Ça peut pas être si compliqué que ça. On y reviendra. Quel que soit le personnage choisi, la partie débute toujours de la même façon. Seul, dans la cour du donjon de Fear and Hunger, sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé qui attire notre attention. Mais cette fois-ci, on va éviter de jouer à pignata cheval pour plutôt directement rentrer dans le donjon.
C'est très cool aussi là qu'il ait enlevé sa musique de fond pour bien nous faire sentir la terreur, peut-être pas, la peur, l'anxiété, la suspicion qui est censée toucher le joueur quand il arrive dans cet endroit qui est sombre et mal éclairé. Voilà, petit truc de montage, il enlève la musique pour nous immerger dans ce qui est censé ressentir un joueur. Ça permet de briser le côté un peu, non interactif d'une vidéo YouTube. Très joli bruit de goutte d'eau. Bon, l'atmosphère est brillante. Brillante pour créer de l'anxiété et du désespoir. C'est exactement la direction artistique que j'attends à mon enterrement. Côté interface, on a une barre de vie, classique, mais aussi une barre de faim et de peur, d'où le nom du jeu. Et ces deux barres, elles se drainent continuellement, donc de façon tout à fait logique, pour éviter de mourir de faim, il faut se nourrir. Pour éviter de devenir fou, il faut consommer de l'alcool ou de l'opium. Et je vous l'accorde, c'est Je déteste ce genre de mécanique de jeu. C'est ce que j'appelle RSA Simulator, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, tu dois payer tes factures, machin, on a tous des trucs à relever, tu joues un jeu, et on te dit, ah ouais, t'as pas mangé, tu meurs de faim, insupportable. C'est pour ça que je déteste Don't Starve, pour ceux qui connaissent ce jeu. Et pourtant, j'adore Darkest Dungeon. probablement la pire façon de résister à la folie dans la vraie vie, mais dans un lieu où la créature la moins effrayante, c'est ce géant qui est en train de me foncer dessus, ça se discute. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le semer, le combat s'est lancé et... Pause, il faut qu'on parle de censure. La censure, c'est mal. Dans 99% des cas, c'est mal. Ici, la censure, c'est plutôt cool. Le garde que vous voyez actuellement n'est pas le véritable garde de Fear and Hunger. Disons qu'à la place de sa jolie petite jupe en cuir, se trouve normalement une troisième jambe. La version courte de l'histoire, c'est que Fear and Hunger est assez largement inspiré de Berserk. Donc la gargantuesque liste de trigger warning qui accompagne ce jeu ne devrait pas être une surprise. C'est typiquement le genre de jeu qui donne envie de contacter un thérapeute, et un des outils fréquemment utilisés, c'est la nudité. Une nudité qui n'est pas là pour rien, qui n'est pas là pour choquer gratuitement, qui est là pour créer un sentiment de malaise chez le joueur. Et entre vous et moi, ça fonctionne. Mais pour créer du contenu autour du jeu, le petit mode de censure est obligatoire. Car sinon j'aurais pas pu vous montrer ce fort bien membré garde, et j'aurais pas pu vous parler du système de combat de Fear and Hunger. Un système de combat basé sur la joyeuse notion de démembrement. Là où dans les... Cool. Petite inspiration body horror, etc. Bon. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle les trucs au fur et à mesure. C'est-à-dire que, ok, là on n'a pas tapé le cheval, on est rentré dans le truc, l'atmosphère est sombre, je me fais attaquer, on va découvrir la mécanique de combat. Le garde est très gros, il a une grosse arme, il y a une ambiance oppressive, mais je vous ai pas parlé de ce truc. En fait, il fait ce qu'on appelle un peu du pattern interrupt. Normalement, il aurait pu juste nous décrire le combat. Imaginons qu'il n'y aurait pas ce mode censure, et que c'était les vrais graphismes. Il décrivait le combat, et puis voilà. Et après il nous disait, voilà, c'est la mécanique qu'on retrouve, et il pouvait notamment parler du démembrement. Là, ce qu'il a fait, c'est d'abord de nous dire, ok, avant de décrire le combat et d'écrire les mécaniques de jeu, je vais vous dire qu'en fait, ce que vous voyez, c'est pas le vrai jeu. Donc en plus, c'est intriguant. Encore, si vous connaissez pas le jeu, moi je savais pas qu'il y avait un mode censure pour Fear and Hunger, puisque comme je l'ai dit, je n'ai vu que des miniatures de vidéos qui en parlent. C'est, voilà. Donc, quand on dit pattern interrupt, c'est que il interrompt ce qui serait le fil normal de la narration. Note, il aurait pu le faire après. C'est-à-dire, il aurait pu décrire le combat. Non, il aurait pas pu, en fait. Parce que, à cause, si, quand on démembre, on coupe aussi des parties génitales, évidemment, ok. RPG au tour par tour classique, vous allez être mis face à de nombreux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les vaincre. Dans Fear and Hunger, vous ne serez mis que face à un ou deux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les découper. Choisir le bras armé en priorité paraît être une bonne idée, mais les jambes pourraient le mettre au sol plus vite. Viser la tête directement est aussi une option, mais du coup, beaucoup plus risqué. C'est assez basique, assez facile à comprendre, mais là où ça devient rigolo, c'est que l'ennemi, il va faire exactement la même chose. Notre personnage est lui aussi composé de parties du corps, et lorsqu'on perd, je sais pas, un bras, on le perd pour le reste de la partie. Et perdre un bras encore, ça va, on peut plus porter de bouclier ou d'arme à deux mains, mais en perdre deux, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et j'ai... Ok, donc en fait c'est carrément intégré, la mécanique de combat est intégrée aussi dans la mécanique de... Enfin, quand il dit on vous coupe le bras, vous pouvez pas porter de bouclier, ok, c'est cool, c'est intéressant. Et en fait, il le raconte un peu comme une surenchère. C'est-à-dire que j'ai interrompu le truc pour vous dire qu'en fait il y avait un problème de nudité, donc il fallait censurer. Je reviens à la mécanique de démembrement, mais cette mécanique elle s'applique aussi à vous. On va parler de South Park à un moment dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi. Probablement pas besoin de vous décrire ce qui se passe lorsqu'on perd ses jambes ou ses yeux.
Insupportable. Alors, ça m'est pas arrivé sur ce combat, puisque j'ai réussi à tuer ce garde et donc pu récupérer en récompense le colossal montant de... absolument rien, en fait. Pas d'objet, d'argent ou de points d'expérience. Un bon gros, y a rien à voir ici mon gars, retourne plutôt explorer. Et étonnamment... Ça, c'est quelque chose qui fait assez souvent, ce jeu. C'est aussi une forme de pattern interrupt, en quelque sorte, hein. Mais en fait, il joue avec nos attentes. Ah, donc j'ai récupéré rien. Voilà. Et ça, il va le faire de plein de manières. Alors dans cette vidéo, je sais pas, mais c'est quelque chose qu'il fait souvent. Notamment dans... Il y a une vidéo aussi, je sais plus sur quel jeu c'est. Il commence à parler de quelqu'un, genre pendant 3 minutes, et après il dit « Mais en fait, la vidéo va pas parler de ce gars. » C'est le méga pattern interrupt. À mon côté exploration, bah ça a été plutôt paisible en vérité. Je suis tombé sur un hôtel, j'ai prié et rien ne s'est passé. Ce qui est plutôt réaliste pour le coup, et quelques pas plus tard, j'ai même fait une agréable rencontre. Un personnage amical. Son nom c'est Buckman, il m'explique qu'il est tétanisé parce que le bien nommé Trortrur, le tortionnaire du donjon, le pourchasse. Il est juste en speedrun pour aller se planquer dans une chambre dans laquelle se trouve un lit, et le lit, c'est la ressource la plus précieuse de Fear and Hunger. Pas parce que dormir permet de se régénérer, mais parce que dormir permet de sauvegarder. Y a aucun système de sauvegarde automatique dans le jeu, et interagir avec un lit, c'est le seul moyen de le faire. Sauf qu'on n'est pas dans n'importe quel jeu vidéo. C'est évidemment pas si simple que ça. À chaque fois qu'on décide de sauvegarder, il faut choisir. Choisir entre pile ou face. C'est un 50. C'est fort. En fait, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans sa vidéo, alors je crois que c'est les ravagés de Smash Bros, où il fait de la surenchère, puisqu'il commence par raconter une histoire glauque, puis le deuxième chapitre de la vidéo, c'est une histoire encore plus glauque, puis le troisième, c'est encore plus glauque, puis le quatrième, c'est plein d'histoires glauques qui vont être en partie censurées, tellement c'est trigger warning, etc. Et là, en fait, il combine un peu cette notion de surenchère avec un peu ce système de pattern interrupt, c'est-à-dire, ah, je trouve un lit, et un lit c'est vachement précieux, mais pas parce que ça permet de se reposer, mais parce que ça permet de sauvegarder. Parce qu'en fait, c'est rare de pouvoir sauvegarder dans le jeu, il n'y a pas de sauvegarde automatique. On va un peu de surprise en surprise. Ok, donc, on sauvegarde avec le lit, c'est génial, sauf que, il y a pile ou face, etc. Et donc, c'est pas juste qu'il y a pas de sauvegarde automatique, et que vous êtes très contraint par la présence d'un lit, c'est qu'en plus, même quand vous sauvegardez, vous n'êtes pas sûr que ça marche, etc. Donc vous voyez cette courbe d'ascension dans les révélations qu'il nous fait sur le jeu, et en même temps c'est des révélations sur à quel point le jeu est sadique. 50-50. Vous faites le bon choix, la sauvegarde est acceptée, vous ratez, comme moi lors de cette partie, et bah c'est pas une bonne nouvelle du tout. Oui, ça fera l'affaire. Le jeu est doublé ? Voyons. Tu n'as pas besoin de tes jambes, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, plus maintenant, c'est certain. Tu n'aimes pas le tremblement de la douleur? Dans ce monde froid, il est difficile de ressentir du plaisir. Mais tu sais, la douleur et le plaisir ne sont pas si éloignés. Ok, non, c'est pas doublé, il a pris quelqu'un pour lire le texte. Ce qui cause de la douleur à autrui peut apporter du plaisir à quelqu'un d'autre. Et il a mis le petit son d'écho pour qu'on soit immergé dans ce côté médiéval. On est au milieu des vieilles pierres. Là où tu vas, tu n'as pas besoin de bras. Et que ça saute. Et que ça saute, c'est drôle. Laisse-moi retirer tes parties sales et coupables. Et que ça saute. Est-ce qu'on a une explication sur la personne qui fait le... Et un nouveau retour à l'écran principal, parce que j'ai essayé de sauvegarder. Ouais, voilà. Nalfheim. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai une réaction d'enfant. Je me suis dit, mais c'est pas juste en fait. Je ne mérite pas de mourir comme ça. Depuis le début de cette partie, je fais attention à ma santé, à ma barre de faim et de peur. Je prends le temps de ramasser tout ce que je trouve et d'entrer dans chaque nouvelle salle avec prudence. Et là, on m'annonce que je vais devoir recommencer à zéro parce que j'ai essayé de sauvegarder. Soit il y a une chose qui visiblement m'échappe et je comprends pas ce que j'ai sous les yeux, soit le jeu est terriblement injuste. Spoiler. Ouais, le jeu est terriblement injuste. Est-ce que ça m'a arrêté? Absolument pas. Et je saurais même pas vous dire pourquoi réellement. Je crois pas que ce soit la direction artistique, bien que très jolie, ni même la musique ou l'ambiance. Je crois que c'est surtout le fait que ce donjon me résiste. Comme s'il me criait au visage de ne plus revenir l'explorer, de ne plus lancer de nouvelles parties. Et c'est bête, mais je peux pas m'empêcher de penser que lorsqu'une chose est difficile à atteindre, honteusement surveillée et cruellement bien gardée, c'est qu'elle est forcément précieuse, non? C'est marrant ce passage où en fait il le prend personnellement en quelque sorte, il est en train de se créer un antagoniste virtuel
qui est le jeu, justement. Dans n'importe quel bon film, il y a toujours un antagoniste. Un des co-scénaristes de Alien, donc Dan O'Bannon, disait que même si l'antagoniste c'était genre une table qui était entre le protagoniste et la porte de sortie, et que voilà, il fallait enlever cette table qui est dans le chemin ou se cogner contre elle, etc. Évidemment, il faut toujours un antagoniste, ou plus globalement, il faut toujours du conflit. Parce que là, je vous dis, dans un bon film, il y a un antagoniste, et du coup, vous pensez peut-être superproduction hollywoodienne, etc. En vérité, même dans la caricature du film français où les gens se posent des questions sur leur vie en buvant des verres de vin blanc en terrasse parisienne, il y a des antagonistes. Ça peut être un collègue au travail, un supérieur, un collègue, un subordonné, ça peut être il y a une histoire d'amour, ça peut être un problème familial, voilà, les histoires d'héritage, conflit avec les parents, les grands-parents, conflit avec le frère et la sœur, conflit avec les enfants, ou simplement, d'une certaine manière, conflit avec soi-même et avec une partie de ses aspirations. La caricature du personnage de film français sérieux qui boit du vin blanc en terrasse en se posant des questions sur la vie, il a un conflit intérieur. Est-ce qu'il doit quitter son job? Est-ce qu'il doit le garder? Est-ce qu'il a fait le bon choix de carrière ou pas? Est-ce qu'il doit aller contacter son crush, essayer de le proposer un rendez-vous, je sais pas quoi? Est-ce qu'il doit divorcer, pas divorcer? Bref. Et là, en fait, il est en train de vous dire, il y a un antagoniste, et l'antagoniste, c'est ce jeu. C'est ce jeu qui m'empêche de le conquérir. Et en fait, c'est une mécanique qui me rappelle beaucoup, pour le coup, les vidéos d'Ego. J'y pense parce que Ego parle exclusivement, il y a de toutes petites exceptions sur sa chaîne, mais il parle tout le temps de défis. Il parle tout le temps, en fait, de speedrun ou d'e-sport, de compétition. Ce que ne fait pas Combo, puisque Combo, parfois, il parle simplement de tricheurs, d'actes un peu délictueux, on va dire ça comme ça, poliment, pour rester dans le politiquement correct algorithmique. Sauf que, donc je l'ai dit aussi, j'ai vu moins de vidéos de Combo que je n'ai vu de vidéos d'Ego. Mais voilà, dans le cas des vidéos d'Ego où il y a un speedrun ou une compétition, bah il y a un antagoniste. Dans le cas de la compétition, bah l'antagoniste c'est les autres équipes. Dans le cas des speedruns, l'antagoniste c'est le jeu. Le joueur ou les joueurs qui sont l'objet du récit de Ego, ils veulent conquérir ce jeu, ils veulent conquérir le record du monde, y compris, le speedrun c'est un truc qui est quand même très collaboratif, puisque les joueurs se révèlent les techniques les uns aux autres et tout, donc c'est pas comme une compétition d'e-sport ou même une compétition sportive ou comme la compétition entre les entreprises. Il y a un truc beaucoup plus open source, qui est, je trouve, très très agréable dans la scène du speedrun en général, mais il y a cette idée, le record m'échappe, le truc où l'aléatoire du jeu permet d'avoir telle bonne répartition de certaines ressources, etc. Bref, c'est, moi je dis tout le temps, Ego. En fait, c'est le dépassement d'un être humain, ou de plusieurs êtres humains, selon les vidéos, le dépassement de soi face à l'adversité de la vie. C'est-à-dire que si vous regardez Ego, à part sa vidéo qui s'appelle genre Lettre d'amour à Minecraft, qui est un peu plus posée et poétique, c'est toujours des gens qui doivent dépasser des trucs insurmontables. C'est pour ça qu'il y a souvent, quand c'est de la compétition, et qu'on pourrait se dire bah c'est moins insurmontable de battre un être humain que de battre un record de speedrun, en fait, quand c'est des vidéos qui parlent de compétition, souvent, il y a ce qu'on appelle un rise and fall au début. Il va vous dire, cette équipe, c'est la meilleure de tel jeu, etc. Ils ont gagné les 33 dernières compétitions, sauf que depuis quelques mois, il se passe tel truc. Ils arrivent plus à gagner, ils sont tout le temps 2e, 3e, 10e. Ils ont changé, ils ont remanié l'équipe. S'ils échouent, c'est fini pour eux. Ils sont trop vieux pour le tournoi, etc. Ils vieillissent. Ils vont perdre leur sponsor, machin. Et là, c'est leur dernière chance. Et bien sûr, là, on va avoir je cherche un mot religieux que je ne trouve pas. Pas comment dire, c'est pas qu'on appelle ça une absolution, mais une rédemption. Voilà. Il va y avoir une rédemption, et donc en fait souvent Ego va faire du rise, fall, très très condensé en début de vidéo, et après on aura le récit de la deuxième ascension qui est en fait une rédemption. Ce qui permet de renforcer le côté insurmontable de l'opposition des autres humains. Parce que dans le speedrun, c'est plus contre le jeu même que vous vous battez que quand vous faites de l'e-sport type Fortnite, quoi. Voilà. Donc, tout ce passage où en fait là, Combo est en train de nous dire, non mais, je sais pas ce qu'il y a dans le jeu, en plus c'est pas les graphismes, même s'ils sont bien, c'est pas l'ambiance, même s'il est bien machin, c'est juste que le jeu me résiste, je veux le conquérir. En fait, il est en train de faire comme un speedrunner qui dirait, ça fait 17 fois que le record m'échappe, je veux améliorer mon temps, je veux avoir ce record, je vais réessayer, je vais retenter une run, etc. machin. Boum.
En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'envoyer des heures et des heures dans le jeu. Et j'aurais aimé vous dire qu'avec de la détermination, j'ai pu avancer et en sortir victorieux, mais absolument pas. Le jeu m'a piétiné. La run suivante, j'ai simplement marché sur un clou rouillé et je me suis vidé de mon sang. Celle d'après, il y a juste un trou qui s'est ouvert sous mes pieds et ça m'a explosé les 2 jambes. Juste après, je me suis retrouvé coincé dans un puits à merde pour l'éternité. Puis j'ai voulu retirer Excalibur de mur et fini enseveli, à nouveau rendu buste parce que je croyais être une assiette empotrée au sol. Je suis mort d'éboulement, de faim, de soif, de décapitation, de démembrement et de tout un tas de choses que je ne peux même pas décrire en vidéo. Ça me fait vraiment penser à Darkwood. Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu, parce que c'est un tout petit jeu, mais c'est un jeu horrifique en plus, c'est un survival horror, techniquement, où, pareil, moi j'ai une dizaine d'heures sur le jeu, et je suis mort, j'ai été tué par des chiens, tué par un homme loup, tué par des trucs, je sais même pas ce que c'est, qui ont envahi ma maison la nuit, mon abri, j'ai été tué par des champignons vénéneux, enfin voilà. Je reprends, mais on va vraiment parler de South Park dans quelques minutes. Vous savez combien d'heures de jeu ont été foutues en l'air dans les 9 dernières secondes de cette vidéo? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Honnêtement, à ce stade, le jeu m'a donné 1001 raisons d'arrêter. Pourtant, j'ai toujours cru que j'aimais profondément les jeux difficiles. Sincèrement, mettez-moi sur une île déserte quelques années avec juste une paire de Dark Souls, un petit Darkest Dungeon et 6 tonnes de Doritos Savor Sweet Chili Pepper et vous ne m'entendrez pas dire une seule fois que je m'ennuie. Mais là, je comprends juste pas. Si ce jeu est supposé être un jeu de rôle, visiblement je joue le rôle de la victime et c'était rigolo au début, hein. Mais se faire oblitérer ses heures de jeu sur un pile ou face, un ennemi random ou un événement aléatoire, c'est juste beaucoup trop cruel. Et très honnêtement, je vous le dis sans avoir les fesses qui claquent, ouais, à ce moment-là, je n'ai plus aucune volonté de relancer une partie. J'ai pas le mental pour ça. Ok, alors il y a pas mal de choses. Déjà, son écriture est assez drôle. Enfin, assez drôle. Il est capable de mettre de l'humour. Voilà. Donc ça, c'est toujours un bon point. Mais c'est pas ça qui fait qu'une vidéo est captivante. C'est aussi beaucoup la gestion du rythme. Donc là, on a bien sûr une énumération de toutes les manières dont il est mort. On a les heures qui s'affichent plus ou moins vite avec une espèce d'accélération. 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, 130 heures, etc. Mais surtout, du point de vue de structure narrative, vous l'avez reconnu, ça ressemble à un All is Lost. All is Lost, vous savez, c'est ce moment qu'on trouve beaucoup dans les films d'action et dans les superproductions américaines en tout cas, où le héros, ou les héros s'ils sont plusieurs, sont tous en mauvaise posture, et bien sûr, tout semble perdu, d'où le terme All is Lost. C'est par exemple dans certains Spider-Man, je sais plus lequel, Spidey qui est blessé et donc on a l'impression qu'il est trop faible pour battre le super vilain du film. C'est le héros qui a perdu son arme dans un combat par exemple et qui se retrouve avec le méchant qui le braque de moult manières. C'est évidemment dans le Retour du Jedi le moment où Luke découvre qu'il a été piégé et il pensait battre l'empereur et ramener son père du côté lumineux de la force, mais il voit que toute l'armada rebelle qui est venue et qui pensait détruire la nouvelle étoile de la mort, étoile noire, je sais pas comment ils disent dans les VF, en fait c'était un piège et donc il y a toute une flotte impériale qui est en train de réduire à néant les rebelles et en fait Luke n'est pas du tout assez fort pour battre l'empereur qui a ses éclairs de force, etc. Donc là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et Luke est par terre en train d'être torturé par l'empereur et les rebelles sont en train de se faire défoncer. Voilà, All is Lost. Sauf que normalement, ça arrive vraiment dans le dernier tiers, voire le dernier quart d'un film, et là, on est au milieu de la vidéo. Peut-être qu'il y a un sponsor à la fin. Je sais pas, en général, il met ses sponsors au début. En tout cas, voilà, on est à 10 minutes sur 21. Ça paraît un peu tôt, mais ça ressemble à une forme de All is Lost. Hunger m'a brisé. Pourtant, Fear and Hunger n'est pas un jeu difficile. Enfin, pas difficile au sens que peut l'être un Dark Souls, c'est pas mécaniquement difficile. La vérité, c'est juste que Fear and Hunger joue avec ses propres règles, un set de règles terriblement cruelles, que le joueur n'a aucun autre choix que d'accepter. Une des façons que le jeu a de vous infliger sa cruauté passe par l'aléatoire. Tout est aléatoire dans le jeu, pas uniquement la sauvegarde, la disposition du donjon est aléatoire d'une partie sur l'autre, les loots, tous les loots sont aléatoires d'une partie sur l'autre, le seul objet que j'ai l'impression de trouver fréquemment et à des endroits fixes, c'est la Sea House. Et la Sea House est une
très mauvaise arme. Même le lore du jeu est révélé aléatoirement, et quand bien même il est révélé, il le sera de la façon la plus Fear and Hunger-esque possible, c'est-à-dire à demi-mot et en mentant la moitié du temps. Vraiment. C'est un jeu qui renferme des secrets à l'intérieur de secrets qui sont eux-mêmes dans des secrets. Vous pourriez finir le jeu plusieurs fois sans jamais savoir qu'il existe tout un système de cuisine, d'artisanat ou de jardinage. Vous pourriez finir le jeu plusieurs fois sans jamais savoir qu'il existe un système de progression, tout simplement pour apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles techniques. Et je crois que tout ça, c'est pas uniquement là pour briser mentalement les joueurs. Y a aucune histoire de vendetta personnelle là-dedans. Ce qui se cache derrière ce game design contre-intuitif au possible, ce qui se cache derrière ce qui pourrait passer pour de la cruauté pure, c'est que Fear and Hunger n'a pas décidé de récompenser ses joueurs avec un chiffre qui augmente, un petit bruit satisfaisant et 3 dégâts en plus au prochain combat. Il a décidé de les récompenser avec de la connaissance, en créant des moments que j'ai scientifiquement appelés le « oh, mais c'est pour ça en fait ». Le clou rouillé par exemple, c'est probablement le truc qui a explosé le plus de mes runs. Choper une infection gratuitement et inévitablement crever quelques minutes plus tard juste parce qu'on a marché au mauvais endroit, c'est incroyablement cruel. Sauf que si vous vous souvenez du fait que nos personnages peuvent perdre leurs membres, si vous vous souvenez que des Ciaos sont fréquemment disséminés un peu partout à travers le donjon, et si vous vous souvenez du bruit que je vous ai fait écouter en début de vidéo, bah vous comprenez que « oh, mais c'est pour ça en fait !» Ah, voilà le petit setup payoff dont je vous parlais. Et je suis sûr que vous avez complètement oublié la Ciaos à ce moment-là. C'est-à-dire que... Bon, d'accord, je vous l'accorde, c'est dégueulasse, et sur le papier c'est tout con, mais le fait de s'en rendre compte par soi-même, je vous assure que l'espace d'un instant, on croit être un génie. Et c'est franchement plutôt agréable. Surtout que des moments comme ça, Fear and Hunger en fait vivre des dizaines, parce qu'il est là le véritable système de progression du jeu. Le jeu ne cherche pas à briser ses joueurs, il cherche à les former. La plupart du temps via une mécanique d'apprentissage par le DC, oui, et nul besoin de préciser que c'est très peu fonctionnel IRL, mais... le moment où on réalise que c'est pas le personnage qui gagne de l'expérience mais celui qui le contrôle, que chaque mort est en réalité une montée en niveau détourné et que ces morts il faut les chérir plutôt que les maudire, c'est le moment où tout s'inverse, c'est le moment où le joueur se dit qu'il peut à son tour briser Fear and Hunger. Alors je suis pas sûr de comment ça va finir. Est-ce qu'il va réussir à gagner, à conquérir le jeu, ou est-ce qu'il va quand même être brisé une deuxième fois mais qu'il dira que c'est l'expérience qui compte et qu'il y a un côté initiatique? En tout cas, ce truc de... on découvre la connaissance au fur et à mesure, c'est très roguelike et ça me fait là encore penser à Darkest Dungeon. Voilà, je dis ça, hein. Le but c'est pas tant de parler de jeux vidéo que d'écriture, mais... On est sur ma 29e run. Ça fait précisément 3 semaines que Fear and Hunger me ponce le crâne avec le côté vert de l'éponge tous les jours. Sauf qu'à force de me dire... Notez le petit changement d'ambiance au niveau de la musique, on est sur une musique un petit peu épique, un petit peu médiévale, genre c'est la remontée. Là encore, ça ressemble beaucoup au storytelling d'Ego sur tout ce qui est e-sport. J'inclus le speedrun dans l'e-sport, je le répète, hein. Donc, on va avoir un trading montage, en fait, en gros. C'est après avoir été au plus bas, et c'est dit, j'arriverai jamais à gagner, le mec retourne à la salle de muscu, s'entraîne, s'entraîne avec ses armes, mange mieux, fait des footings, et c'est Rocky qui fait son footing, quoi. Des moments de « oh, mais c'est pour ça en fait !» Bah, je commence à la comprendre un peu mieux, cette salle de torture digitale, et cette fois-ci, j'ai un plan. Un plan en 4 étapes. La première, c'est de faire des réserves. Le but, c'est de ne plus jamais avoir à se soucier d'un manque de nourriture. L'idée, c'est de piller l'entièreté de la première section du donjon en évitant toute forme de combat. On fouille tous les tonneaux, tous les coffres, toutes les bibliothèques, on devrait tomber sur pas mal de nourriture, et on devrait aussi tomber sur une cage dans laquelle se trouve la petite fille. Et la petite fille se trouve être la pièce maîtresse de ma deuxième étape, obtenir la meilleure arme du jeu. Cette arme, c'est la Claymore, elle est vendue par Pocket Cat, le marchand itinérant de Fear and Hunger qui se trouve dans les mines et qui n'accepte comme paiement que des enfants humains. C'est glauque. Troisième étape, devenir le meilleur personnage du jeu, et pour ça on va devoir faire un raid sur cet étrange village raciste, délivrer Darcy, la chevaleresse, et l'épouser. Ce qui, dit comme ça, ne doit... Cet étrange village raciste, on retrouve le goût de combo pour les petites blagues, qui sortent parfois au moment un peu impromptu. C'est très bien écrit. Pas être très clair, mais le mariage dans Fear and Hunger est un concept un peu particulier. En fait, en se rendant sur un cercle de prière et en montrant son amour à un autre personnage, il y a une cinématique que je peux vraiment pas décrire qui va se jouer, et le résultat sera un mariage. Mais pas un mariage dans le sens ils vécurent heureux et eurent 8 enfants, plutôt dans le sens ils vécurent dans le même corps et eurent 8 chromosomes restants. Dans Fear and Hunger, vous ne consommez pas le mariage, vous devenez
le mariage. Et le mariage, il tape fort. Encore Oh. plus fort avec la meilleure arme du jeu entre les mains. Maintenant, la seule chose qui lui manque, c'est d'obtenir la meilleure armure du jeu. Et ça, Vous voyez, on est dans le training montage, hein. C'est-à-dire que là, il a pillé la nourriture, il a obtenu l'arme en vendant la fée, il a fusionné pour avoir un nouveau corps en mode Vegeta Sangoku. Voilà, tac, 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 ça s'empile, on va vers un crescendo, on est aux 3/4 de la vidéo. c'est la 4e étape de mon plan, l'armure de pénitence. Problème, elle est aussi livrée avec des pics internes prévus pour... Ok, problème. C'est la 4e étape, on était sur une rampe, tout allait bien, voilà, les étapes de son plan s'enchaînaient, mais problème. Donc c'est le moment de parler de South Park. Combo utilise une technique qui s'appelle le mais donc. Avec une technique que j'utilisais tout le temps aussi quand j'écrivais des scripts pour Marketing Mana, notamment Marketing Mana Daily, 3615 Crypto, toutes ces chaînes de l'écosystème Marketing Mana. En fait, c'est une technique qui a été, alors peut-être pas inventée par South Park, j'en doute, mais qui a été en tout cas verbalisée et structurée par les créateurs de South Park. Vous pouvez faire le test d'ailleurs, vous prenez n'importe quel épisode de South Park, vous prenez votre épisode préféré, et vous allez voir que ce qui se passe, c'est prémisse de départ, mais, donc problème, imprévu, conséquence, donc adaptation au problème, mais nouveau problème. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne, j'ai lancé ce jeu a plein de super évaluations, etc. Je reviens à la vidéo de combo sur Fear and Hunger. Ce jeu a plein de super évaluations, c'est génial, il doit être vachement bien. Je lance ma partie, mais au bout de littéralement 3 minutes, je me fais tuer parce que j'ai tapé dans le loup. Donc, je recommence. Et je meurs plein de fois, nanana. Mais, après des heures de jeu, j'ai toujours pas réussi à progresser, et je commence à me dire que ce jeu est là pour briser les gens et tout. Donc, je suis sur le point de renoncer, mais je réalise qu'en fait, c'est pas une histoire d'XP, etc., c'est une histoire, le jeu te récompense par de la connaissance, parce qu'il a un fonctionnement très particulier. Là, je simplifie, parce qu'en fait, c'est la version complète, plus détaillée, j'ai pas toutes les étapes de la vidéo, j'ai pas tout retenu par cœur, mais ça serait donc, le vidéo a des très bonnes évaluations, je commence, mais je me fais tuer, je recommence, et cette fois ça passe, en gros c'est je recommence, donc cette fois je tape pas dans le loup, je rentre dans le donjon, mais je me fais agresser par un personnage, donc la mécanique c'est ça, mais ce que je vous ai pas dit, donc là il mélange un peu le mais donc, purement d'un point de vue de, entre guillemets, du récit vécu par son personnage ou son alter ego de joueur qui relate ses expériences, avec aussi du mais donc à notre destination. Vous pensiez que ça allait se passer comme ça, mais en fait il se passe ça. Et donc oui, il y a du démembrement, donc vous pouvez aussi couper les parties qui sont censurées. Mais, problème, patati patata, on peut aussi vous démembrer. Voilà. Et donc là on était sur, on avait eu ce All is Lost où tout est perdu, le mec au plus bas, etc. Après déjà une succession de mais donc, on a vu depuis le début de la vidéo. Et là c'est, donc j'étais au plus bas. Mais du coup, grâce à toute cette connaissance, je me suis entraîné machin. Et donc, j'ai fait un plan, nanana, j'ai préparé mon coup, et tout se passait bien. Et étape 1 validée, étape 2 validée, étape 3 validée, étape 4, j'ai besoin de je ne sais quelle armure, problème. Donc là, c'est encore mais. Alors je suppose que c'est mais, une armure qu'on peut avoir que sous certaines conditions. Là, il est question de dents, ça a l'air d'être une veuve de fer, donc je suppose que c'est une armure qui est très forte, mais qui coûte des points de vie. Voilà, il y a un imprévu. Et est-ce que c'est le dernier mais donc de la vidéo ou est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas, mais voilà, vous avez ce truc de on était dans le training montage, tout allait bien, mais il y a encore un mais à chaque fois. Et ce mais aura des conséquences, donc, mais les conséquences ou l'adaptation, en général ça, on s'adapte au truc, mais ça génère un truc imprévu. Provoquer une douleur si folle qu'elle empêche le porteur de sombrer dans la folie, et il ne faudra pas plus de 3 minutes à mon perso pour se vider de son sang voilà. du jeu. Et ça, c'est la 4e étape de mon plan, l'armure de pénitence. On rembobine, Problème, comme disent les vieux. Elle est aussi livrée avec des pics internes prévus pour provoquer une douleur si folle qu'elle empêche le porteur de sombrer dans la folie, et il ne faudra pas plus de 3 minutes. Une douleur si forte qu'elle empêche le porteur de... je pense qu'il a fourché là, du coup. À mon perso pour se vider de C'est plutôt que justement ça te fait sombrer dans la folie, je ne sais pas. son sang une fois à l'intérieur. Solution, l'anneau de sang inerte. Un anneau qui empêche toute forme de saignement et qui... Donc il faut l'anneau de... voilà. Mais l'armure a tel truc, donc il faut tel anneau. Mais pour choper l'anneau, il va falloir tel truc.
pour je ne sais quelle raison, se trouve sur ce gars-là. Et là, uniquement là, on a tout juste assez de puissance pour affronter ce donjon maudit, pour faire face à tous les ennemis chelous que le jeu nous jette au visage et être insensible à la majorité de ses pièges. Il y a que comme ça que j'ai pu m'en sortir, il y a que comme ça que j'ai pu pour la première fois atteindre le garde et assister à mon deuxième moment préféré de Fear and Hunger, le moment où on se dit que finalement le jeu n'est peut-être pas si cruel que ça, qu'il fallait juste avoir un plan de jeu et s'y tenir. Le moment où, munis de notre belle armure de pénitence, Mariage et Clémor, on ouvre la porte de la cellule de Legarde et il est décédé. Ok, ce qui se passe... Pattern interrupt, voilà, ou on va dire twist, et c'est aussi un mais, voilà, machin d'un ninja arrive, mais il est déjà mort, mais c'est aussi un pattern interrupt parce que, a priori, c'est l'inverse exact de ce à quoi tu pourrais t'attendre. Tu pourrais t'attendre, en fait, il est méchant. On vient le libérer, alors il a expliqué que les personnages avaient différentes motivations, il y en a un qui veut le tuer, le sauver, etc. Mais bon, on pourrait se dire, en fait, on a atteint le truc et ça va être le boss, ou au contraire, non, ça sera un ami, c'est un happy ending et c'est bizarre, ça prend un peu le contre-pied. Là, c'est non, le mec est carrément mort. Est-ce qu'à un moment il va falloir le ressusciter et que là, ça sera un boss? Je ne sais pas. En fait, c'est que Fear and Hunger est aussi secrètement un speedrun. En réalité, lorsqu'on pose un premier pied dans le donjon, il y a un chrono qui se déclenche et 30 minutes plus tard, quoi qu'il arrive... Insupportable. Donc ça ressemble encore à du mais donc. Hein, j'ai fait mon montage, mes problèmes, l'armure, nanana, donc il fallait l'anneau, donc j'ai pris l'anneau et j'ai réussi, mais je suis arrivé, le mec était mort, parce qu'en fait c'est un speedrun, donc je vais refaire tout ça en essayant d'atteindre les 30 minutes. Je pense que c'est ça la conclusion. Le garde décède. Ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que tout ce que je croyais savoir jusqu'à présent, toutes ces étapes que j'ai découvert et intégrées à ma run pour devenir plus puissant et plus résistant, c'est direction la corbeille. Parce que traverser l'entièreté de ce donjon en moins de 30 minutes, ça veut aussi dire... On est enfin sur le All is Lost aussi. Il en a mis deux. Parce que finalement, voilà, c'est All is Lost parce que j'ai fait tout ça pour rien et le faire en 30 minutes, ça paraît impossible. Est-ce qu'on va rester sur une défaite ou est-ce que ça va bien finir ? Dire pas de réserve, pas de mariage, pas de Clémor, pas d'armure de pénitence. Il y a aucun autre choix que de rush comme un idiot en ne prenant aucune précaution. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Je vais même pas vous dire combien de runs ça m'a pris pour à nouveau atteindre le garde, mais cette fois-ci sans aucune précaution. C'est personnel, je vous permets pas de juger, mais pas mal de runs. Le seul avantage, c'est qu'à ce stade, ce donjon, on le connaît beaucoup mieux. Déjà, on connaît à peu près le chemin pour atteindre le garde, on sait plus ou moins où aller et où ne pas aller, quel combat prendre et lequel absolument esquiver, donc en jouant de la façon la plus lâche possible et avec un peu de chance, j'ai pu une nouvelle fois atteindre le garde. Cette fois-ci, en moins de 30 minutes, et cette fois-ci, il était bien vivant. Et puis de là, sur le papier, il n'y a plus qu'à le récupérer dans son équipe, refaire le chemin à l'envers jusqu'à la Ouais, mais refaire le chemin à l'envers, où tu peux mourir à la sortie, j'imagine, non ? sortie et GG well play. Sauf qu'à la toute dernière seconde, on est mis face à un choix. Et il y a plusieurs moments dans... Sauf qu'à la toute dernière seconde. Voilà, c'est encore... mais j'ai dû recommencer... mais en fait c'est un speedrun, donc j'ai dû tout recommencer, mais si tu le fais en speedrun, tu peux pas faire toutes les étapes du plan, machin, donc j'ai recommencé à l'infini, sans les précautions, et il m'a fallu je ne sais combien d'heures de jeu, que je vous dirai pas, et plein d'essais pour réussir, et finalement, j'ai réussi, et donc on est sorti, mais... à la dernière moment, il y a un choix, machin, nanana. Dans Fear and Hunger, où le joueur est confronté à un choix, souvent le choix entre la peste et le choléra, entre mourir et mourir lentement, c'est pas un jeu tendre. Mais ce choix-là, il est vraiment pas comme les autres. Au moment de s'échapper, le garde nous dit que sa mission dans le donjon n'est pas terminée et nous propose soit de l'accompagner à nouveau, soit de s'en aller. Et vous pourriez choisir de partir à... Insupportable. À aucun moment, le jeu ne vous indique que c'est une erreur. Vous auriez même un écran de fin de jeu et les crédits qui défilent. Vous pourriez Alt F4 et le désinstaller, sans jamais y toucher à nouveau, en pensant en avoir fini avec ce jeu cruel. En pensant avoir... du coup, c'est juste un New Game Plus, en fait. C'est tu retournes avec le garde et voilà. Battu Fear and Hunger. Mais ce serait une terrible erreur, parce qu'en acceptant d'y retourner, et en accompagnant le garde un peu plus loin dans les profondeurs de ce donjon, il reste un endroit inexploré. Un long couloir, au bout duquel se trouve une porte, et derrière cette porte... se trouve beaucoup plus. La gros teasing, musique épique et mystique. On a une sorte de, alors pas de trailing montage, mais de montage sur les différentes phases du voyage, sans voix off. La jolie musique. Le voilà, mon moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où tu réalises qu'il existe une gigantesque cité ancienne peuplée... Petit appel à l'émotion, dans le sens où il dit quand même ses moments préférés.
Alors que de toute manière, s'il a fait toutes ces heures de jeu, c'est a priori qu'il kiffe le jeu ou qu'il est sadomasochiste, quoi. Mais et donc qu'il kiffe souffrir. Mais là, c'est le moment préféré, ça. On n'est pas resté au bout de la vidéo pour rien. C'est le moment préféré. C'est un petit rebond narratif pour me dire non, mais vous voyez, c'est cool. C'est pas juste, je vais vous révéler la fin du jeu et vous serez content d'être venu. Non, c'est mon moment préféré. Donc on atteint un climax, ce qui est accompagné d'ailleurs par la musique un petit peu liturgique. De dieux, de voyages dans le temps, d'ennemis indescriptibles, de nouvelles zones, des dizaines de boss et toute une Indescriptible et indécent. mythologie. Ce moment où tu réalises que le donjon de Fear and Hunger, le donjon qui t'a donné des cauchemars pendant probablement des semaines, ce n'était que l'introduction. C'était ça, en fait, le tutoriel. J'espère pas. Un tutoriel qui prend 250 heures de jeu, faut s'interroger sur ses priorités, quoi. Et c'est tout? J'aurais aimé vous dire que je suis tombé sur ce jeu sur une disquette dans le vieux garage de mon oncle ou aléatoirement en scrollant sur Steam, soir de solitude, mais ce serait un mensonge. Je suis tombé sur Fear and Hunger parce qu'un de mes créateurs de contenu anglophone préférés, Super iPad Wolf, en a fait une vidéo intitulée « Le jeu vidéo le plus cruel ». Et en réalité, je ne crois pas que ce soit un jeu si cruel que ça. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai. Je crois qu'en vérité, c'est un jeu plutôt respectueux. Pas respectueux de nos heures de jeu, oula, non, clairement pas, mais respectueux de notre capacité à comprendre ce qu'il nous crie au visage depuis la première minute de jeu. Ce qu'il nous crie au visage en cachant ses propres fonctionnalités, en faisant tout l'inverse de ce que l'industrie du jeu vidéo essaye de faire depuis des années, en sacrifiant des personnages que vous aviez juré de protéger et en vous faisant tout perdre, continuellement, de la façon la plus injuste qui soit et sans aucune pitié. Et ce message, c'est que Fear and Hunger n'est pas un jeu vidéo, et que si vous le voyez comme ça, vous allez être très déçu. Parce que je crois qu'il n'essaie même pas de l'être. Ce que Fear and Hunger essaie d'être, c'est pas un jeu, c'est Une métaphore de la vie. Je pense qu'il va dire c'est une métaphore de la vie. un simulateur de donjon maudit. Évidemment que si tu sautes dans un trou, tu vas te péter les deux jambes, Ouais. évidemment. Si t'es infecté jusqu'à l'os, y a pas beaucoup d'autres choix que d'amputer. Si tu te fais attaquer par un homme lézard de 3 mètres, la meilleure solution, c'est sans doute de fuir. Bien sûr qu'en tapant une sieste dans un donjon rempli d'ogres, t'as une chance sur deux de te faire croquer, ou que de sauter dans la fosse qui semble dégager une forte odeur fécale, c'est probablement une idée de merde. Fear and Hunger n'essaie pas d'être équilibré, n'essaie pas d'être juste, n'essaie même pas d'être agréable en vérité, et c'est parce qu'il n'essaie pas d'être un jeu vidéo. Il essaie d'être vrai, cruellement vrai, et ça, il le fait cruellement bien. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Pas mal du tout. Je pense quand même que c'est sur Pokémon, mais c'est pas mal. Ok, je m'attendais à une autre conclusion, mais c'est intéressant que après le truc, le moment préféré, c'est quand on retourne dans le dojo avec le garde. C'est intéressant qu'il fasse un clin d'œil à Super Ice Patch Wolf, parce que en plus, ça permet aussi de se prémunir contre les éventuelles accusations de ah ouais, les Français ils copient les chaînes anglaises. On va pas se mentir, il y a énormément de chaînes francophones qui s'inspirent à un degré que je ne vais pas forcément préciser de chaînes anglophones, parce que comme d'habitude les anglophones l'ont fait avant nous. En fait, ça me fait penser à un autre épisode de South Park qui s'appelle Les Simpsons l'ont déjà fait, où tout ce que inventent les protagonistes, toutes les idées qu'ils ont pendant l'épisode, en fait, ça a déjà été fait par les Simpsons, et c'est à chaque fois sourcé, hein. Oui, c'est tel épisode numéro tant, etc., telle saison, etc. Donc, le YouTube francophone a un peu ce problème-là en général, puisque, à part les sujets franco-français, forcément, si vous faites une vidéo sur Squeezie, il y a a priori aucun créateur anglophone qui en a fait une sur lui, mais dès que vous traitez un sujet qui est international, ou en tout cas qui est connu de la sphère anglophone, il a déjà été traité, y compris souvent d'une excellente manière, avec un très bon montage, une très bonne écriture. Alors, si vous êtes dans une niche où il n'y a pas d'écriture, où c'est juste du défi, etc., ça, de toute manière, a été fait aussi. Là, c'est vrai que je me focalise beaucoup sur l'écriture, mais les vidéos de challenge, c'est aussi un truc qui aura déjà été fait, en général, dans la sphère anglophone, et toutes vos idées auront déjà été faites. Peut-être pas toutes, mais 99% de vos idées que vous pensiez originales auront été traitées par les anglophones sur YouTube. Donc, d'ailleurs, je me faisais la réflexion l'autre fois, à force si YouTube généralise la traduction automatique des vidéos, à un moment, les youtubeurs français vont en grande partie se retrouver au chômage, parce que, voilà, des fois, il y a tellement de recoupements entre les contenus francophones et les contenus anglophones que c'est problématique. Toujours est-il que, là, Combo, en citant
une des chaînes anglophones qui l'a inspiré, il se prémunit un petit peu contre les accusations de plagiat. Je dis pas du tout que c'est du plagiat, surtout que j'ai pas vu les vidéos de Super Ice Patchwolf. Voilà, mais je sais par exemple que dans sa vidéo sur, j'ai oublié son nom avec son jeu avec le chaudron, c'est Keep Video Game in Deal with it, Get Over It, la dernière quête de Getting Over It. Je sais que la vidéo qu'il a fait sur le speedrun de Getting Over It, il y a une vidéo sur le même sujet qui est disponible sur le YouTube anglophone. Je n'ai pas vu la version anglophone, donc je ne sais pas à quel point ça se recoupe, je sais pas à quel point le storytelling est différent, mais voilà, on est rapidement confronté à un problème quand on fait du YouTube français. Là, l'intérêt de citer son inspiration, c'est que déjà, ça désamorce les éventuelles critiques. Non pas que je crois qu'il fasse régulièrement l'objet de ça, hein, mais comme il y a pas longtemps, The Great Review avait aussi eu des accusations de plagiat, c'est peut-être un peu fort, mais bon, on l'a accusé de pas citer ses sources, il s'était basé sur un livre. Bon, un livre, c'est pas une vidéo YouTube, quoi. Mais bon, vous voyez l'idée. Là, ça permet de se prémunir contre les éventuelles attaques, tout en apportant ce sentiment au viewer que, j'ai appris un truc parce que la vidéo qui l'a inspiré, elle dit que le jeu est cruel, et en fait, regardez, moi, je vous explique que non, Fear and Hunger n'est pas cruel, parce que X, Y, Z, j'en ai fait la démonstration dans la vidéo, etc. Donc en plus, on a eu le petit climax émotionnel, entre guillemets, hein, sans pleurer à chaudes larmes, mais avec le « Ah, c'est mon moment préféré du jeu parce que X, Y, Z », et en plus on a un climax qui est plus peut-être intellectuel, mais on ressort de ça avec une explication, on a l'impression d'avoir compris le jeu, et en fait c'est une approche qui est très intéressante, c'est cette idée de dire « Je vais conclure ma vidéo d'une manière qui vous fera ressentir que même si le sujet a déjà été traité plein de fois, y compris par d'autres chaînes francophones, je suis le premier à bien avoir compris le sujet de ma vidéo et à vous donner la vérité sur le sujet. C'est une bonne manière, à la fin, que les gens se disent « Ah ouais, c'était trop bien, voilà. » Même si, Combo, on va pas se mentir, c'est une chaîne de divertissement. Donc la qualité de l'analyse finale compte pas vraiment. Hein. Le but, c'est qu'on ait une belle histoire, que le montage soit réussi, que les musiques soient bien, qu'on ait souri parce qu'il y a des petites blagues, comme ça, des petits pieds de nez, du pattern interrupt, voilà. Mais, là, en plus, on a un petit truc qui est pas mal, avec cette conclusion qui nous apporte un supplément de valeur intellectuelle. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo de réaction. Si vous voulez que je fasse d'autres réactions à des vidéos très écrites du YouTube Game, pas forcément uniquement des vidéos de storytelling sur les jeux vidéo, parce que, voilà, il y a plein de vidéos scriptées, mais si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de me suggérer des chaînes ou, encore mieux, des vidéos précises auxquelles réagir, voilà, si le format vous a plu et qu'on fait 250 000 vues, je me livrerai à l'exercice sur les vidéos que vous me suggérez avec grand plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.